Bonjour à tous, alors ici le facho de service Piero San Giorgio. Aujourd'hui je rencontre un gourou de secte. Ouais, c'est le facho qui Thierry, rencontre le sectaire. On fait un concours tous les deux pour savoir qui est le plus détesté? ou qui va être le plus détesté Ah, par les fans de l'autre. ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me compromets. Et tu te Oui. compromets toi aussi, hein, je te signale, t'es cravé. Ah non mais maintenant c'est vegan, Oui. crudivore, secte. Voilà, nickel, c'est bien. Secte. C'est bien. Non, plus sérieusement, ça me fait très très plaisir de venir ici dans ton pays natal, Ouais. dans le sud-ouest. Sur ma rivière natale, même, hein, Oui, comme je te disais, là c'est mon terrain de jeu de quand j'étais gamin. oui. Je vais incruster les images de la rivière maintenant. Le tech. Oui, très 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 beau, très très belle. Je vais la filmer pendant qu'on discute. Et en fait, ça fait 8 ans, non, 6 ans que l'on correspond par Oui, mail. tout à fait. Comme je te disais, j'ai eu la chance de voir toutes tes vidéos depuis le début, parfois des très longues, Oui. parfois avec beaucoup de questions. Je me suis un peu calmé là maintenant. Oui, je vois, mais elles étaient toutes de grande qualité. En tout cas, parce que tu as deux. En fait, il y a 3 raisons pour lesquelles je voulais te rencontrer. La première, c'est par amitié, parce que chouette. c'est toujours intéressant que Ah des ouais. gens qui sont un petit peu, on va dire, la marge de la société, même si c'est en train de changer, puissent se rencontrer en vrai pour dire, c'est vrai, on existe vraiment. Mais l'autre chose, c'est que tu as 2 caractéristiques qui me plaisent beaucoup. D'abord, c'est une sorte d'intégrité, une honnêteté intellectuelle dans ta méthode de travail et de communication avec les gens, c'est-à-dire que tu expérimentes de manière sincère et tu transmets cette information, je trouve, de manière très, voilà, très honnête et très sincère. Ça c'est rare. Il n'y a pas tout de suite le côté je veux obtenir quelque chose de vous. C'est vraiment, on sent une générosité dans ta transmission. J'espère en tout cas. Et puis la deuxième chose, c'est que ta démarche, elle est en fait pas du tout sectaire. Elle est ouverte d'esprit, elle est collaboratrice avec. Justement, on parlait tout à l'heure de la médecine moderne qui en fait, moi je partage ce point de vue, est totalement complémentaire avec justement tout ce que dont tu parles et dont on parlera aujourd'hui. Et ça, c'est sain. C'est une approche saine C'est une approche surtout raisonnable parce que, Voilà. je veux dire, comme on disait, tu n'as pas un seul outil qui fait tout. Le problème, c'est qu'on a actuellement le développement capitalistique, post-seconde guerre mondiale, nous persuade qu'il y a des outils uniques qui répondent à toutes les situations. Et c'est vrai que souvent, on me fait passer pour un anti-médecine. Et je dis par exemple, comme je te le disais, l'an dernier, je me suis fait tomber une remorque sur la jambe. Ma jambe était ouverte jusqu'au tendon. Je n'ai pas demandé à ma femme de me faire un jus de carotte. J'ai demandé de m'amener aux urgences. Et j'ai beaucoup de gratitude pour le médecin qui m'a recousu. Parce que ça pissait le sang et qu'il fallait agir en urgence. Le problème, c'est que, comme toujours, un outil est adapté à une situation. Et vouloir l'utiliser dans toutes les situations, eh bien, on se plante et on a une moindre efficacité. Et ce que j'essaie d'apporter, moi, c'est des réflexions en amont sur l'hygiène de vie qui fera que tu ne vas pas te retrouver coincé à l'urgence. Et souvent, pour moi, l'urgence, c'est un ratage. C'est parce qu'on a raté quelque chose. Et effectivement, je pense, et il y a de plus en plus de médecins qui le pensent aussi, que l'approche basée sur l'observation de l'environnement et le questionnement de l'environnement de l'individu est puissante de manière à construire des individus forts et résistants. Et si par malheur, cela ne suffit pas et qu'ils se retrouvent dans une situation où l'urgence est nécessaire, alors à ce moment-là, on utilise les outils de l'urgence moderne et les deux sont complètement complémentaires, avancent ensemble. On n'a pas le temps. Enfin, pour moi, c'est une stratégie de la séparation qui encore intéresse toujours la même chose, c'est-à-dire faire en sorte qu'on perde du temps. Pour moi, il faut unifier, il faut voir là où l'outil est utile et faire en sorte qu'intelligemment, on avance ensemble. Mais ça, pour l'instant, on va dire que c'est encore une poignée faible, mais qui donne beaucoup de voix d'une certaine portion médiatique qui fait semblant de séparer tout et de dire, voilà, là, il y a le naturel, lui, il veut que des jus de carottes et de l'argile et puis rien du tout. Et puis, heureusement, il y a la science moderne. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Par contre, oui, je pense qu'effectivement, quand tu as quelqu'un qui est dépressif et déprimé, il y a des réponses beaucoup plus intelligentes que le sédater et le transformer en zombie endormi avec des morphiniques ou des choses comme ça. Il y a des réponses beaucoup plus adaptées et qui vont permettre d'avoir des résultats pour l'individu et pour la société beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. Alors pour toi, quelle est la définition d'être en bonne santé? Ah, ça c'est compliqué. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, en tout cas dans notre société, souvent on définit la bonne santé par l'absence de maladie. L'absence de maladie, ce qu'on appelle maladie, c'est l'apparition de symptômes. C'est une maladie, c'est quand ça fait mal ou quand il y a un truc qui n'est pas normal par rapport à l'habitude. Et pour moi, c'est une définition extrêmement négative de la santé.
hein, on définirait la santé par rapport à la maladie. La santé, d'ailleurs, si tu prends la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc a priori c'est l'institution des institutions. C'est chez moi, à Genève. Voilà, donc en plus, voilà, je te parle, toi ça te touche, quoi, ton esprit patriote. La définition de l'OMS, c'est un état de plénitude physique, morale, psychique, spirituelle, qui se témoigne par une grande adaptabilité physique, une force, une résistance à tout ce qui tourne autour de toi, une souplesse mentale, une joie, un caractère paisible, un caractère non belliqueux, et ainsi de suite. Donc, on voit que la définition de la santé, elle est beaucoup plus large. Et moi, souvent, Il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent à cette définition. Oui, en tout cas, à tous les points, non. Et moi, je parle d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'une adaptabilité physique, c'est-à-dire il fait chaud, il fait froid, il y a des virus, il y a des infections, et ainsi de suite. Et toi, tu t'adaptes, c'est-à-dire que tu passes au travers. Et c'est un peu comme Jean-Claude Van Damme quand il est dans un film, tu vois, on lui tape dessus et lui il rigole et il continue à avancer, tu vois, ou Bruce Willis ou qui tu veux, quoi, ou Piero San Giorgio, parce que tu as la carrure aussi. Voilà, ça. Et puis sur le plan mental aussi, sur le plan mental, tu vois, il y a combien de personnes entre nous qui, dès que la pression augmente un petit peu, ils pètent les plombs, ah, il y en a marre et tout, tu vois, ils envoient tout bouler. Bon, ça, c'est pas un signe de santé. Signe de santé, c'est la pression augmente et toi, tu es là, tu es cool, tu restes, tu analyses, petit 1, petit 2, petit 3. Et ça, c'est très important, par exemple, quand on parle de situation d'urgence. Pour moi, la santé, c'est quelqu'un qui, en situation d'urgence, reste complètement cool et calme, qui analyse les paramètres et qui choisit l'action la plus juste. Et on voit souvent qu'en situation d'urgence, c'est ça qui perd les gens. C'est-à-dire, c'est le fait de partir en live, comme on dit complètement, de s'affoler, de crier. Le catharsis émotionnel, pour moi, n'est pas un signe de bonne santé. Autant, on a tous des émotions, mais le fait que les émotions, elles prennent le dessus, tu cries, tu pleures, tu te roules par terre, tu pars en colère, tu as envie de taper sur tout le monde et tout, pour moi, ça, c'est pas un signe de bonne santé. Signe de bonne santé, c'est tu es là, tu es tranquille, tu analyses la situation. Tu es comme le gros Saint-Bernard, tu vois, qui voit les choses passer et qui est tranquille, qui reste zen. Donc pour moi, la santé, c'est vraiment une plénitude dans sa capacité d'adaptation à des circonstances extérieures qui varient en permanence. Et plus on peut s'adapter à des conditions extérieures qui sont extrêmes, plus on est en bonne santé. Tu vois, le gars qui est capable de survivre alors qu'il est privé de nourriture, qu'il est en pleine montagne, en plein hiver, qu'il a très peu pour survivre, qu'il n'a pas de vêtements chauds et ainsi de suite, et qui pourtant ne crève pas, ne pète pas les plombs intellectuellement et tout, celui-là il est en bonne santé. Tu vois, dans les bonhommes médiatiques, par exemple, tu vois, moi, il y a quelqu'un qui est... Alors, la bonne santé physique, pour moi, par exemple, Mike Horn. Tu vois, moi, pour moi, ce mec-là, tu vois, c'est la bonne santé. Tu vois, il te raconte des trucs incroyables dans lesquels il perd un membre et puis il en rigole. Alors, j'ai dit, c'est la bonne santé. À l'inverse, tu vois, même par exemple, j'ai choqué beaucoup de monde en disant que, par exemple, sur l'adaptation psychologique, quelqu'un comme Dieudonné, pour moi, est l'exemple même de la bonne santé. C'est-à-dire, le mec, on lui tape dessus, on lui ferme des portes dans tous les sens, et au lieu de partir en colère et tout, il trouve toujours une solution. Ou de déprimer. Ou de déprimer, il trouve toujours une solution. Le mec, on lui interdit des salles, il se trouve un bus pour faire ses représentations. Pour moi, je dis, ok, en termes d'adaptabilité, c'est génial. C'est un signe de bonne santé mentale qui est extraordinaire. Donc la bonne santé, c'est l'adaptabilité et c'est la force. Et la force qui n'a strictement rien à voir avec l'agressivité, la colère. Au contraire, la force, c'est l'absence d'agressivité. Parce que quand tu es fort, tu n'as pas besoin d'être agressif. Tu es sûr de toi, tu es stable, tu es tranquille et tu appréhendes les choses avec quiétude. Hein. Et actuellement, je pense qu'on est une société qui est particulièrement violente et agressive et que c'est un signe de l'impuissance des individus, de la faiblesse des individus et non pas de la force. Oui. L'approche qui me semble que tu as par rapport à toute cette problématique ou cette santé dont tu parles et qui est très importante, tu as donné quelques exemples assez extrêmes de Mike Horn, des aventuriers, des explorateurs. Et heureusement, ça ne nous arrive pas tous les jours, bien que le stress parfois de la ville peut être... atteint des intensités dans lesquelles on vit des stress que pourrait vivre quelqu'un qui est seul sur son bateau au milieu des icebergs, quoi, par exemple. Et l'approche que tu as, c'est de dire le corps a cette capacité de survie, forcément, et d'adaptabilité en lui, en nous. On l'a tous. Bien sûr. Et donc, ces symptômes que l'on appelle souvent à tort des maladies, en fait, sont des signaux de notre corps. Oui, c'est dans le modèle que je propose, parce que c'est là où tu rigolais avec la notion de sectaire tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment important de préciser, je propose un modèle interprétatif du monde. Pour moi, il y a le monde, il y a la réalité. La réalité, elle ne se questionne pas. La réalité, c'est là, les feuilles sont en train de jaunir, c'est l'automne. La réalité, c'est quelqu'un a mal au bras. La réalité, tout ça, c'est la réalité. Et après, à partir de ce que l'on perçoit, on va avoir tout un système d'interprétation basé sur une culture, sur des croyances. Et ce système interprétatif, il va nous pousser à avoir des actions. Hein.
Et par exemple, si tu es dans un modèle interprétatif dans lequel tu n'as jamais vu les feuilles tomber des arbres, le jour où tu vas voir les feuilles tomber des arbres à l'automne, tu vas dire l'arbre est en train de mourir, alors que si tu es dans une culture dans laquelle il est normal que les feuilles tombent, tu ne vas pas t'inquiéter plus que ça. Donc ce que je propose, c'est un modèle interprétatif. Je ne dis pas c'est la vérité, c'est un modèle interprétatif, et s'il nous permet de mieux fonctionner, il est plus valable qu'un autre système interprétatif. Mais ce sera toujours que des systèmes interprétatifs, ce qui veut dire par là qu'ils sont toujours susceptibles d'évoluer et de changer. Mais dans le système interprétatif que je propose, effectivement, nous nous adaptons à notre environnement sur le plan physique et psychologique. Et si à un moment, on n'arrive plus à s'adapter parce que nous n'avons plus assez de ressources pour nous adapter, alors soit que nous soyons nous-mêmes trop faibles, soit que l'état de l'environnement fasse que le fossé est trop grand. Donc c'est toujours une danse à deux d'une certaine manière. L'environnement, tu vois, si par exemple tu me mets à poil dans du moins 15, je vais tenir un temps, mais rapidement, j'aurais beau être le plus fort du monde, je ne vais pas tenir, parce que le delta de température est trop important. Par contre, il y a des gens, ils vivent cette situation de stress alors que la température, elle tombe à 15 degrés, et si tu les mets à poil, ils ne vont pas tenir longtemps. Là, c'est une faiblesse du corps. Donc, et quand donc il y a cette distance qui s'opère, quelque part, pendant un temps, toi, tu colles à ton environnement évolue, toi, tu colles avec ton environnement, et tu arrives, par la capacité de ton corps, à évoluer avec lui. Puis à un moment, ça se déchire. Et quand ça se déchire, il y a des signaux qui vont apparaître. Des multiples signaux. La douleur en est un, par exemple. Et tous les signaux qu'on appelle actuellement maladies sont des signaux de cette déconnexion, de cette incapacité à nous adapter à notre environnement. Et c'est pour ça que j'interprète les symptômes comme des signaux d'alarme qui nous disent attention, distance qui est en train de se faire entre ton environnement et toi. Donc, soit toi, tu fais un effort pour arriver à nouveau à coller à ton environnement, soit tu fais en sorte que ton environnement revienne à la normale que toi, tu vas pouvoir tolérer. En vérité, souvent, c'est les deux qu'on va faire conjointement, mais c'est juste un signal et ce n'est pas un problème en soi. Et c'est là souvent où je suis mécompris, voire caricaturé, moqué et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on me dit, oui, mais alors Thierry, il dit que le cancer n'est pas un problème. C'est pas un problème en tant que tel dans l'absolu. Ce qui est un problème, c'est ce qu'il signale qui est en train de se passer dans le corps. Et qui peut te tuer. Et qui peut te tuer, mais bien sûr. Et qui tue souvent. Et c'est comme quand on me dit, voilà, par exemple, tu as une infection bactérienne, tu vas mourir de cette infection bactérienne. Et je dis toujours, attention, corrélation n'est pas causalité. C'est pas parce que tu meurs alors que tu as une explosion bactérienne que ce sont ces bactéries qui t'ont tué. Et moi, dans le système interprétatif que je propose, je dis qu'il y a une charge toxique dans le corps qui est telle que la dernière solution, c'est cette prolifération bactérienne qui va venir manger ces déchets, mais si ça ne suffit pas, tu vas quand même mourir. Ouais. Mais il y a deux facteurs qui apparaissent, ça ne veut pas dire que l'un cause l'autre. Et c'est là où parfois je pense qu'on fait des raccourcis et on se trompe. On se trompe. Et alors, le problème, c'est que si tu n'identifies pas la problématique initiale, eh bien, tu vas perdre ton temps. C'est-à-dire que si tu passes ton temps à dézinguer des bactéries alors que la problématique, elle est en amont, eh bien, quelque part, tu n'aides pas la personne à être en meilleure santé. Alors, la médecine moderne, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, est un peu partie sur une idée de... notamment avec les vaccins et les antibiotiques, elle s'est mise dans une voie où, à symptôme A, solution très pointue B. Oui. À bactérie A, antibiotique B. Et sans voir l'ensemble du corps et l'ensemble de l'organisme, extrêmement complexe. Et on découvre d'ailleurs que ce n'est pas forcément nous qui décidons de ce qu'on est et de ce qu'on fait. C'est souvent... En tout cas, c'est une science qui est en perpétuelle évolution. Des éléments de notre... On voit aujourd'hui comment le biome bactérien, voilà, parfois, il influence notre cerveau de manière absolument incroyable. Et on en est qu'au balbutiement de la compréhension, finalement, de notre corps. Et on est parti pendant 1 siècle et demi sur vraiment... utiliser presque des bombes atomiques pour assécher des marécages. Enfin, on est allé ultra violemment. On est parti dans une guerre contre le symptôme. Ouais. Le problème, c'est que si le symptôme est un problème, c'est super. Parce qu'à ce moment-là, on dézingue les symptômes et on dézingue les problèmes. Si le symptôme n'est qu'une alarme, moi, l'exemple que je donne toujours, tu as une armée de tonton Macoute là, armée avec des coupes quoi, qui rentrent chez toi, ça déclenche le système d'alarme. Si tu passes ton temps à essayer de débrancher l'alarme parce qu'elle te casse les oreilles, que tu as les mecs qui rentrent avec les machettes, t'as raté le problème, parce que tu vas te faire couper le cou. Tu vois, donc c'est vraiment ça la problématique. Et tu vois, ce qu'il faut voir, alors là on rentre dans, ça c'est mon credo, c'est un petit peu, bon, on rentre dans quelque chose d'un peu plus philosophique, spirituel, mais moi ce qu'il me semble, c'est qu'il y a une espèce d'idéologie, de croyance
qui n'est pas attaché à des individus, hein, que quelqu'un peut prendre pour lui à un moment, mais pour moi, toujours, le combat, il se passe contre les états d'esprit, contre les croyances, et non pas contre les individus, parce que tout le monde peut changer. Tu vois, n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, peut avoir une révélation et changer du tout au tout. Mais on est parti dans une véritable guerre contre le vivant. Et tu vois, tu parlais des antibiotiques, par exemple. On sait maintenant depuis peu de temps, mais depuis 5-6 ans, que même ce qu'on appelle la mitochondrie, c'est vraiment ce qui produit de l'énergie à l'intérieur du corps. Eh bien, la mitochondrie est bactérienne. Donc, quand tu balances des bactéries dans le corps... On l'a apprivoisé il y a quelques millions d'années. Mais quand tu balances des antibiotiques dans le corps, tu viens détruire même ce qui produit de l'énergie à l'intérieur du corps. Je veux dire, il n'y a pas besoin de 10 000 études scientifiques. Souvent, on me reproche de ne pas avoir assez de sources. Mais je dis des fois, il y a un truc que vous avez complètement oublié. Il y a le bon sens. Ouais. Il y a l'évidence qui se révèle à nous et qui nous illumine d'une certaine manière. Si on te dit l'être humain est essentiellement bactérien et si tu balances des antibiotiques à foison dans le corps, obligatoirement, ça ne va pas marcher. On va dire oui, mais les antibiotiques ont sauvé des vies. Mais c'est pas parce qu'il y a des cas dans lesquels la prolifération était telle et ainsi de suite que, effectivement, peut-être certains antibiotiques, et encore, comme on ne peut jamais faire la double expérience, c'est-à-dire avec et sans, on ne peut pas le faire en même temps sur un individu, on ne peut jamais conclure. Mais il est évident que balancer des antibiotiques sur un système vivant qui est essentiellement bactérien, ça va avoir des conséquences qui vont être très lourdes. Et actuellement, on est en plein dedans. Sans parler des bactéries qui peuvent être nocives, qui se renforcent. Oui, et qui ont fait de la sélection. Et qui sont en train d'être fortifiées grâce à cette technologie. Oui, mais parce qu'on a peut-être devenir vraiment dangereuses pour nous ces prochaines années. Parce qu'on a lancé une guerre contre le vivant. Et ça, pour moi, c'est vraiment le péché originel d'une certaine manière. C'est que l'intellect humain pense qu'il puisse gagner une guerre contre le vivant. Mais c'est de la foutaise, quoi. Ouais. Le vivant est tellement plus puissant, adaptatif que nous, en tant qu'être humain, avec notre intellect, que bien sûr, on se retrouve actuellement, il y a une énorme problématique, c'est qu'on n'a plus d'antibiotiques qui fonctionnent, on en a de moins en moins, et que l'OMS dit, on va se retrouver face à ce qu'ils appellent des super bugs, donc des super bactéries, pathogènes pour le coup, qu'on a sélectionné, donc on a fait de la musculation de bactéries, et là, je vais te dire que ça va dégager sec. On n'a rien qui puisse lutter contre. Donc, notre guerre contre le vivant, elle est vaine et elle est perdue d'avance, parce que je suis persuadé que la vie vint toujours. La problématique, c'est pas... Souvent, on me dit, oui, alors il faut sauver la planète. Moi, je dis, mais on n'a rien à cirer. La planète, elle survivra à l'homme. Tu peux faire péter autant de bombes nucléaires que tu veux. C'est rien. C'est rien. Par contre, ce qu'il faut sauver, c'est l'humain. Parce que l'humain est en train vraiment de dégénérer, d'être dans un état de non-viabilité qui est de plus en plus important. Mais la planète, il ne faut pas la sauver. Perds pas ton temps à sauver la planète. Elle n'a rien à cirer. Elle se marre, la planète. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il faut suivre l'humain. Et quand tu vois actuellement, par exemple, que la quantité d'enfants autistes qui naissent est en train d'exploser, que les enfants qui ont des troubles du comportement explosent, que les diabètes de type 1 explosent, que les cancers juvéniles explosent, que les maladies d'Alzheimer à 30 ans ou à 40 ans explosent, tu te dis, oui, il y a une vraie problématique sur la viabilité de l'humain. Tu as fait l'effort d'ailleurs de faire des séries de vidéos par thème. Je me souviens de celle en 350 épisodes sur les vaccins. Non, il y en avait quoi 9 épisodes, je crois. 9 épisodes. J'ai écouté il y a exactement une année. Oui, c'était en septembre l'année dernière. Exactement. Alors, je me souviens, je les ai toutes écoutées, hein, y compris les celles avec les questions-réponses qui durent 2 heures. Elles sont toujours très intéressantes. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que toi aussi, tu as cette approche, puisque tu doutes aussi toi-même de beaucoup de choses que tu dis. Bien sûr. Donc, en fait, tu testes. Et j'allais dire, il y a une arrogance, même dans la communauté scientifique sur le dernier siècle, de ne pas avoir cette approche de méthode scientifique, de tester, y compris à l'aune du bon sens, énormément des savoirs, ou de croire que les savoirs partiels qu'ils avaient étaient des savoirs totaux et absolus. Oui. Et en fait, l'humilité est très importante dans la science parce qu'on est toujours au balbutiement du futur. Complètement. Dans 2 siècles, on va se moquer de nous. On va se moquer de nos connaissances. Vous étiez des singes au XXe siècle, au XXIe siècle, vous ne connaissiez rien, etc. De la même manière qu'aujourd'hui, on peut se moquer de... la saignée, ce n'est pas un bon exemple, mais on peut se moquer de certains cataplasmes du Moyen-Âge ou des Grecs qui amenaient les pestiférés dans les temples où il y avait le dieu pour que le dieu les soigne, alors qu'en fait, ça faisait qu'empirer la contagion. Mais bon, ils ne pouvaient pas savoir parce qu'ils ne connaissaient pas le processus. Ils ne connaissaient pas les microbes, ils ne connaissaient pas et tout. Mais comme au 19e siècle, quand ils opéraient quelqu'un, il n'y avait aucune précaution d'hygiène parce qu'on avait méconnaissance des microbes. Donc le mec, il était dans son jardin, le chirurgien, puis juste après, il allait opérer quelqu'un en ouvrant le corps. Donc effectivement, c'était une catastrophe. Et notre connaissance de l'humain, elle est en perpétuelle évolution. Et surtout, on a oublié une chose. C'est souvent, les mots sont pleins de sens et ils nous donnent déjà la clé. On appelle ça un individu.
Un individu, ça veut dire qu'il ne peut pas être divisé. Hein. Et actuellement, on soigne un cœur, on soigne un foie, on soigne un cerveau, on soigne des intestins, et on va voir un spécialiste des intestins, du foie, du cerveau. Et je dis souvent aux gens, mais vous voyez rarement un foie ou un cœur se balader dans la rue. Ça ne peut pas exister par lui-même. J'ai un ami qui est ostéopathe, qui s'appelle Pierre Etchard, que je respecte énormément, et qui dit toujours, un foie n'existe pas. Il n'existe que sur la table de dissection. Un foie tout seul n'existe pas. On ne peut pas penser un foie tout seul. Le foie est en relation avec le système nerveux, le système hormonal, le cœur, les poumons, et ainsi de suite. Penser le foie, vouloir soigner le foie individuellement de l'individu, c'est voué à l'échec. Et actuellement, la logique très mécaniste qui nous a été proposée vise à soigner des organes individuellement. Et en fait, je n'ai pas besoin de 10 000 études scientifiques, je n'ai pas besoin d'études en double aveugle pour me dire que le bon sens m'indique que ça ne marche pas. Et c'est vrai qu'actuellement, la méthode scientifique a posé les bases de sa propre validation et rejette tout ce qui est du domaine de l'intuition et du bon sens. Et c'est fou, parce que rien de nouveau n'a pu émerger dans la civilisation humaine qui ne soit issu de l'intuition. Les vraies ruptures sont issues de l'intuition et non pas de la méthode scientifique. Et là, d'un seul coup, on ferme les verrous et on dit, si tu n'as pas une validation en double aveugle avec des études randomisées, avec un degré de... Qui sont très influençables et parfois... Mais complètement, on le sait parfaitement. Elle noie le poisson, comme on l'a vu pour les antihistaminiques pour le cœur, exactement. Des trucs comme ça. Pas où en fait il n'y avait que très très peu de cas qui étaient améliorés par le médicament, mais ils en ont fait tout un pataquès pour vendre à tous les gens de plus de 50 ans des pastilles contre les problèmes de cœur, alors que c'était pas du tout efficace. Oui, mais quand tu dis à quelqu'un, quand tu dis à un scientifique, mais ce que je te dis là, c'est du bon sens, ça le fait marrer. Mais pourtant, enfin, je veux dire, la civilisation humaine est arrivée maintenant parce que les gens ont fonctionné d'abord à l'intuition et au bon sens. C'est ça qui a permis à l'humain de se développer. Avec parfois des erreurs, parce qu'il y a des conneries qui se font. Parfois, on a l'impression que c'est une bonne idée et ça se plante, mais l'expérience ensuite nous corrige. Mais l'erreur est partie prenante du processus de compréhension et de grandissement. L'erreur est nécessaire. Enfin, je veux dire, l'erreur n'est même pas un problème. L'erreur, c'est juste un réajustement. C'est quand l'environnement te renvoie des informations en te disant la trajectoire que tu prends, eh bien, elle demande à être corrigée. Donc l'erreur fait partie du processus humain. Et d'ailleurs, la méthode scientifique nous prouve actuellement qu'ils sont bardés d'erreurs aussi. Donc la méthode scientifique ne garantit pas. Parce que si on me disait, la méthode scientifique, au moins, elle permet de ne pas faire d'erreur, je dirais, OK. Si elle est appliquée correctement, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Et c'est vrai que dans mon approche, je mets aussi une grande emphase sur l'intuition, le bon sens, l'observation des lois naturelles et l'évidence. Et puis, tu dis souvent, tu parles souvent de l'unicité de chaque organisme, de chaque individu, où en fait, ce qui peut fonctionner pour toi ne fonctionnera pas pour moi. Bien sûr. Si ça se trouve, toi, tu vas manger du fromage et tu vas supporter ça très bien. Moi, je vais manger du fromage et je ne vais pas supporter ça du tout parce qu'on est différents. On a des génétiques différentes, on a des historiques différents. Complètement. Enfin, on a des principes similaires, mais on a aussi des différences. Principe. Ah, c'est le mot, principe. Oui, on a tous un système digestif qui fonctionne comme ça, comme ça et comme ça. Mais ensuite, l'expression de ce principe dans nos circonstances individuelles, il diffère complètement. C'est aussi ce qui me fait dire quand tu as quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi, ma grand-mère, elle fumait 3 paquets de clopes par jour, elle buvait 2 litres de vin, elle est morte à 90 ans. » Et chaque fois, je lui dis « Oui, mais toi, fume 3 paquets de clopes par jour et bois 2 litres de vin et on va voir si tu vas mourir à 90 ans. » Et elle n'avait pas les mêmes conditions de vie, de stress que nous. Elle est née dans une époque qui était juste, on n'imagine même pas. Je veux dire, déjà, moi, souvent, je dis aux gens, à partir des années 2000, la massification des réseaux de téléphones portables et ainsi de suite a amené une rupture radicale dans la construction des organismes. Et les enfants qui sont nés après 2000 présentent une kyrielle de faiblesses et de symptômes qui n'ont jamais existé avant. Ouais. Et donc, ils vont demander tous une adaptation de l'environnement qu'on n'a jamais pu imaginer. Ouais. Et moi, je m'en souviendrai toujours, je te dis, ma grand-mère souvent me disait, mais comment ça se fait? Nous, on a eu la guerre, on n'avait pas à manger et tout, et on était toujours joyeux. Et maintenant, regarde les jeunes maintenant, ils ont des cheveux longs, ils s'habillent en noir, ils écoutent de la musique métal, et puis ils sont tristes. Je dis, oui, mais mamie, ils ne sont pas du tout nés. Ils ont peut-être une abondance apparente, mais ils sont nés dans un environnement qui est de plus en plus hostile à la vie. Et la vraie problématique, c'est ça, c'est-à-dire jusqu'où va-t-on aller, jusqu'où va-t-on avoir la folie d'aller dans l'altération de l'environnement, un environnement qui s'éloigne de plus en plus des besoins physiologiques normaux, physiologiques, spirituels, émotionnels des individus. Jusqu'où va-t-on aller
pour se rendre compte de notre erreur, quoi. Je te dis, quand tu vois qu'un enfant sur 30, par exemple, naît en présentant des syndromes d'autisme avérés, et qu'on te dit, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est un enfant sur 2, je veux dire, on ne va plus pouvoir fonctionner à l'échelle de notre société. À moins que ce soit une étape de l'évolution, mais j'en doute. J'en doute aussi. En tout cas, oui, non, j'en doute. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, et qu'on oublie souvent quand on parle de nos grands-parents, on est de la même génération, Ah non, t'es plus vieux, toi. Oui, un petit peu plus vieux, mais, bon. mais on est à peu près de la même. Non, toi, tu es né en quelle année? 74. Ah bah tu vois, 71 pour moi. Je te blague. Non, mais tu vois, mais tu le portes mieux. Voilà, mais quand on voit nos grands-parents, Là, je connais ton âge en plus. Avaient des parents et des grands-parents qui étaient issus de familles avec 50% de mortalité infantile. Oui. Et donc il y avait aussi une sélection naturelle qu'on peut regretter, mais qui fait que seuls les très très forts survivaient. Aujourd'hui, il y a eu un relâchement. Ah, mais la surmédicalisation, même si ça va paraître très eugéniste, fasciste et tout, donc c'est la minute Thierry fasciste, hein, mais on va s'entraîner à faire des quenelles inversées tout à l'heure. Non, mais je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je ne porte pas jugement de valeur, mais force est de constater que la surmédicalisation va dans le sens d'une dégénérescence de l'espèce, bien sûr. C'est logique. C'est évident, mais ça a toujours été comme ça. Plus tu améliores les conditions de vie, et plus tu vas dans le sens de la sélection de la faiblesse. Non, mais j'ai 4 enfants, tu en as aussi. Imaginer 50% de mortalité infantile, c'est regarder nos enfants et de dire, il y en a un sur 2 qui devrait mourir là. Ouais. Enfin, qui serait et on n'a mort. pas envie. Et on n'a pas envie. Ce serait un truc inconcevable pour quelqu'un qui a des enfants, évidemment. Mais c'est quand même un fait qu'effectivement, cette surmédicalisation conduit à l'affaiblissement des individus. Ça, c'est évident. Ouais. Évident. Et que le problème, c'est qu'on a un mouvement qui est totalement inverse. C'est que d'un côté, on a un affaiblissement des individus, et à l'inverse, l'environnement devient de plus en plus difficile en termes d'adaptation. Ouais. Donc, t'as beau tirer sur la corde, il y a un moment où la corde, elle casse. Sûr. Et actuellement, on est doucement en train de constater cette rupture. Ouais. D'ailleurs, il y a un livre que je cite souvent, j'adorais son titre, c'est un livre d'un auteur belge qui s'appelait « Les Canaries de la modernité ». Tu vois, les Canaries, c'était les Canaries qui, dans les mines, avertissaient du coup de grisou. Ouais. Et elle parle de ces multiplicités de pathologies qui apparaissent sur les enfants actuellement pour nous dire, ça, ce sont les signes qui nous indiquent à quel point le choix de développement, le mode de développement actuel, n'est plus du tout adapté aux individus. Et donc ces enfants qui présentent des troubles autistiques, des cancers à l'état juvénile, des diabètes de type 1 à la naissance, des troubles en veux-tu en voilà, bien, ils sont les canaris de la modernité. Ils nous disent simplement, vous avez fait des choix en termes de développement qui vont dans le sens d'une plus grande technologie, dont là, ils réussissent, mais par contre, ils ne sont pas adaptés à l'humain. Donc il y a un moment où il va falloir quand même se poser la question, c'est est-ce que les choix de développement sociétaux sont quand même propres à la vie ou pas ? Parce que s'ils ne sont pas propres à la vie, c'est bien joli d'avoir le dernier smartphone avec du 5G et ainsi de suite, mais si ça ne permet pas qu'il y ait des individus pour contempler même le smartphone, mais ça va plus marcher, quoi. Alors, est-ce que dans cette direction-là, avec notamment l'industrie, on va dire des médicaments, de la pharma, du produit chimique en fait, et même de la médecine qui va essayer de t'opérer à tout bout de champ parce que j'ai une inflammation, faut opérer, est-ce que tu sens qu'il y a une fuite en avant dans ce domaine-là, ou peut-être les deux simultanément, est-ce que tu vois de plus en plus des praticiens de la médecine moderne qui commencent à se dire « oh là » et qui se réapproprient ces philosophies ou ces méthodes de réflexion et d'analyse et de soins, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est le mot juste, ça peut. Pour faire une meilleure prévention et un meilleur traitement des problèmes qui en sortent. Est-ce que tu vois les deux choses simultanément, ou tu vois que malgré tout, il y a une fuite en avant complètement dévastatrice? Moi, je crois qu'il y a toujours une fuite en avant. Le seul truc, c'est que pour moi, tu vois, la césure, elle ne se fait pas entre médecine moderne, chimique, et médecine naturelle. Pour moi, la vraie problématique, c'est où est-ce que tu mets la puissance? Est-ce que tu la mets à l'extérieur, dans une pilule, une gélule, un extrait de plante, une huile essentielle, un cataplasme d'argile, des choses comme ça? Ou est-ce que tu le mets à l'intérieur de l'individu? Et à ce moment-là, ça change complètement la façon de faire. Parce que si tu mets la puissance à l'extérieur, tu vas toujours chercher un remède, une solution, qui va pouvoir venir réparer le corps de l'extérieur. Et ça va toujours être donc une solution qui va être vendue par des spécialistes et qui va aller dans le sens d'une minorité qui détient le savoir et qui aide les individus. Si tu mets la puissance à l'intérieur, tu vas donner l'information aux gens pour qu'ils puissent potentialiser cette puissance qui se situe à l'intérieur et qui va leur permettre de rejaillir. Et moi, je me situe délibérément dans la seconde.
ce que je vois actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises pharmaceutiques qui faisaient du médicament chimique à outrance, qui sont pas cons, qui voient le vent tourner et qui sont doucement en train de tourner vers les gélules naturelles. Mais moi, pour moi, c'est encore rater la cible. Pour moi, la vraie puissance, c'est de montrer aux individus que nous avons des organismes qui physiquement, psychologiquement, émotionnellement sont en train de s'atrophier par excès de confort, par manque de sollicitation, par vie qui est de plus en plus morne et plate, et que si on ne sollicite pas cette puissance en nous, nous allons être de plus en plus dépendants de remèdes extérieurs, et que ça, c'est une situation de ce qu'on appelle l'hétéronomie, qui va à l'inverse de ce qui est moi ma démarche, c'est l'autonomie. Ça, l'autonomie, c'est un terme qui doit te parler à toi. Tu as vu, j'ai choisi le terme pour séduire Piero Sangiorgio. Oui, je crois que tu es aussi un praticien assez avancé là-dedans dans ta montagne. Mais complètement. Ah, oui, alors là, moi, je me régale avec tes vidéos et ainsi de suite. Tout ce qui est technique de survie, bushcraft, technique autonomisante, que ce soit au niveau de l'énergie. Mais pour moi, la santé, c'est vraiment l'autonomie. C'est la base. Si tu as une courante, que tu dégueules tout le temps, qu'au moindre petite bactérie qui passe, tu es complètement par terre, c'est pas de l'autonomie. Ouais. Pour moi, la santé, c'est l'autonomie. Ouais. Pour pouvoir pratiquer l'autonomie, déjà, il faut être loin de tous ces signaux d'alarme qui nous bloquent, qui nous font des douleurs et ainsi de suite. Donc pour moi, la santé est une part essentielle de l'autonomie. Et c'est vraiment la question entre autonomie et hétéronomie. Où est-ce qu'on place la puissance, où est-ce qu'on place la force? Et moi, j'ai coutume de dire aux gens, vous aurez beau donner la meilleure molécule chimique du monde, ou un jus de carotte si tu es alternatif, ou un cataplasme d'argile à un macabé, tu vas pas le ressusciter. C'est-à-dire que c'est toutes ces substances... Ou comme on disait tout à l'heure, ou sur une fracture ouverte du péroné, quoi. Tout ce que tu vas apporter de l'extérieur interagit avec la puissance qu'il y a en toi. Si cette puissance elle est très faible, tu auras très peu de réactions. Donc, pour moi, le principe essentiel, il est à l'intérieur. C'est le fonctionnement de ton système endocrinien, de ton système nerveux. Et là, on a des tas de pratiques qui vont permettre au quotidien de ne pas rendre des individus faibles et de les rendre plus forts. Et en fait, c'est tout mon propos. C'est premièrement, devenez plus fort à tous les niveaux. Et deuxièmement, interrogez votre environnement de manière à le ramener dans quelque chose qui est soutenable pour vous. Et avec ces deux mouvements, vous allez faire en sorte que les signaux d'alarme que vous appelez maladie disparaissent d'eux-mêmes. C'est pour ça que je fais gaffe, parce que je connais les syndicats des pharmaciens, les médecins en France. N'étant pas avec le tampon médecin, tu ne peux pas dire c'est un médicament, faites comme ça, vous serez soigné. Tu n'as pas le droit de le dire. L'exercice illégal de la médecine. Exactement. Et je ne suis pas con. Et c'est peine de mort en France. Oui, mais je suis pas facile, quoi. Je vais pas me faire avoir avec ça. Donc c'est pour ça que je dis souvent, moi c'est la santé dont je m'occupe. Je m'occupe pas des maladies. Je m'occupe de la santé en passant du principe que si ce qu'on appelle maladie c'est un signal d'alarme, si j'augmente le niveau de santé, le signal d'alarme va s'éteindre et à ce moment-là il n'y a plus de maladie. Je me serais pas occupé de la maladie. Et c'est pour ça que souvent je surprends les gens parce qu'ils me disent mais attends, moi j'ai cette maladie et tu vas à tous les deux nous proposer de jeûner, de nous renforcer, et tu nous proposes des solutions qui sont relativement similaires, améliorer votre alimentation et ainsi de suite. Oui, parce que je dis, à partir du moment où tu relèves le niveau de santé, le signal d'alarme, pour toi, il va se manifester au niveau des articulations, parce que tu as une génétique qui fait que ta première faiblesse était à ce niveau-là. Moi, je viens d'une famille dans laquelle on était faible au niveau pulmonaire. C'est-à-dire que quand ça a lâché au départ, ça a lâché au niveau des poumons. Ouais. Mais on s'en fout, parce que c'était juste un signal d'alarme que mes conditions de vie, mes choix de vie actuellement, devenaient insupportables pour ma biologie telle qu'elle est. Et c'est vrai que le signal d'alarme, il va se déclencher pour un à un niveau, pour l'autre à un autre niveau. Il va se déclencher plus ou moins vite en fonction de la force. Tu vois, toi, je te vois, visage carré, grosse ossature. Tu viens plutôt d'une lignée de costauds, a priori. Donc je pense que chez toi, les signaux d'alarme vont se déclencher plus tard que chez quelqu'un qui vient plutôt d'une famille, tu vas voir le visage fin, la peau blanche plutôt. Tu vois. Comptable. Ouais, voilà. Petit comptable avec des lunettes. Et puis chacun, mais peut-être qu'eux ont d'autres forces que Exactement. Donc là, c'est là où le déclenchement va être individuel. Mais moi, mon propos, c'est augmenter le niveau de santé. Voilà, augmenter le niveau de santé. Et donc, si j'ai bien compris dans ces 8 années de vidéos que j'ai écoutées de toi et d'autres, c'est qu'en gros, tu préconises de donner de l'aide à ton organisme sous forme de vitamines, de micronutriments, de minéraux, et aussi du repos, sous forme de jeûne. Alors moi, ça fait 20 ans que je fais du jeûne. Au moins une fois par an. Je sais qu'on en a beaucoup discuté tous les deux. J'en arrive à 3 semaines maintenant. Et ça me fait un bien fou, non pas parce que je me sens au repos. Et donc, entre cette béquille, je ne sais pas si on veut dire une béquille, mais cette aide que tu donnes au corps, et en même temps ce repos que tu peux lui donner, tu fais le pari que le corps, il est suffisamment intelligent, et il est sans doute bien plus intelligent parce que, comme tu dis, dans ces milliards d'êtres vivants qu'on a en nous,
il y a une intelligence cumulée qui est ancestrale et qui nous a amenés jusqu'ici depuis la nuit des temps, donc il y a une capacité de survie forcément exemplaire, puisqu'on est là et on n'est pas mort, enfin, c'est par définition même, et elle va se régénérer et se retrouver finalement cette santé que tu définissais au début. Oui, j'en fais le pari, je le constate. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est venu d'une histoire personnelle, parce que moi j'étais mourant à l'âge de 33 ans, on ne me proposait pas de solution au niveau médical qui pouvait être fonctionnelle, donc il y a un moment où je me suis dit, de toute façon, si je ne veux pas crever, il va falloir que tu t'y intéresses toi-même, et là vraiment ça a switché en moi d'une certaine manière, et j'ai commencé à arrêter de chercher la solution à l'extérieur dans une pilule miracle, et j'ai compris que si j'en étais arrivé à l'état où j'étais, c'était la résultante de milliers de petits choix, choix d'alimentation, choix de rythme de vie, choix de comportement, et qui petit à petit me tuaient les uns les autres, et qu'il s'agissait de corriger chacun d'entre eux, un peu comme quand tu as une table de mixage, tu as différents potentiomètres, tu vois, et puis il y en a qui étaient très bas, et je les ai relevés pour les ramener dans les limites du vivant, et je l'ai constaté. J'ai constaté qu'à partir du moment où on respecte les règles de base, c'est-à-dire les besoins fonctionnels d'un individu, qu'on lui apporte une alimentation de qualité, qui lui apporte au quotidien tous ces vitamines, minéraux dont on nous rebat les oreilles, mais on ne va pas les prendre pas dans des pilules, on s'en balance au quotidien. À partir du moment où on laisse à l'organisme des temps de repos suffisants, en plus le repos étant considéré non pas comme un moment, parce que souvent on associe repos à absence, vacances, il n'y a rien qui se passe dans le repos. Alors qu'en fait, le repos, quand on repose l'organisme d'action, d'une certaine manière, parce que c'est ça souvent, eh bien on se rend compte que d'un seul coup, c'est à l'intérieur qui se passe un véritable remue-ménage. Dans le jeûne, je dis souvent aux gens, le repos qu'on va avoir dans le jeûne, c'est pas un repos où rien ne se passe, au contraire. N'importe qui jeûne va te dire, ça gargouille, ça foisonne, ça tourne, c'est une explosion à l'intérieur du corps. On se sent, après 2 ou 3 jours, on se sent mais tellement bien. Ouais, et parce que, d'un seul coup, simplement, au lieu d'orienter notre énergie vers l'extérieur, vers la relation, vers l'exercice physique, vers tout, on oriente notre énergie vers l'intérieur, et là, ça nettoie, ça répare, ça restaure. Le plus grand plaisir que j'ai quand je fais du sport, tu sais, quand tu as cette dopamine qui vient quand tu fais du sport et tout, c'est quand je le fais après 2-3 jours de sport. Parce que après 2-3 jours de jeûne, je continue à faire du sport pendant le jeûne, toujours. Oui. Et quand je vais marcher le matin, je fais 2 heures quand je fais du jeûne. Là, je me force à faire 2 heures tous les matins, en plus d'autres sports que j'aime bien faire, comme nager, etc. Alors les 2-3 premiers jours, tu en baves, franchement, c'est dur. Mais après, tu as cette euphorie que je ne retrouve pas dans une période normale quand je mange. Oui, et tu vois, cette euphorie, comme le plaisir par exemple, est un signal naturel pour confirmer une action juste. Dans la mesure où on applique quelque chose qui est bon pour le corps, et cette euphorie qu'on ressent dans le jeûne, effectivement, moi, la première fois où j'ai jeûné, je me sentais invincible. Puis la première fois aussi où tu réalises, toi qui parles d'autonomie, où tu réalises que finalement tu passes 2 jours sans manger, voire sans manger et sans boire dans les versions les plus extrêmes, et tu dis mais je suis là, je suis pas mort, je fonctionne. Ça te donne une résilience et une force qui est incroyable. Ce qui fait que tu n'as pas peur. Non, tu n'as pas peur. Quand tout d'un coup, si les supermarchés deviennent vides, ça c'est un peu mon dada avec mes histoires d'effondrement, toi tu dis, c'est bon, moi je sais que j'ai jeûné 3 semaines, je peux tenir 3 semaines sans bouffer, alors il faut de l'eau. J'ai essayé le jeûne sans eau, 24 heures, j'en pouvais plus. T'en pouvais plus. J'ai pas tenu plus. Il y a des organismes qui s'y adaptent bien, d'autres qui s'y adaptent moins bien. Peut-être qu'il faut que je réessaye. Pour toi aussi, ça voudra peut-être dire que ta priorité sera de trouver de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que on parle souvent, moi j'ai déjà entendu plusieurs fois d'histoires de gens qui se retrouvent coincés dans des décombres, quand il y a des éruptions volcaniques ou des tremblements de terre, et on me dit les personnes, elles sont mortes de faim en 3 jours. Et moi, à l'intérieur, je dis, mais c'est pas possible, c'est la connerie. Et en fait, j'ai creusé la question, elles ne meurent pas de faim, elles meurent de stress. Et pourquoi est-ce qu'elles stressent? Parce qu'elles pensent que si elles ne se nourrissent pas, elles vont mourir. Donc, on meurt de nos systèmes de croyances. C'est incroyable. J'ai interviewé, je t'enverrai si tu veux le lien, un spécialiste, c'est quelqu'un qui a interviewé des gens qui ont été en situation de vie ou de mort intense, que ce soit pendant des guerres ou où leur avion s'est crashé dans les montagnes, etc., ou des alpinistes qui se sont retrouvés avec une jambe cassée, sans personne à qui avertir, etc. Il s'appelle Gonzalez, son nom de famille, mais je me souviens plus son prénom. Et il a écrit des livres qui parlent de ça. Et souvent, lorsque les gens meurent dans des situations difficiles, c'est qu'en fait, leur cerveau a dit, bon, c'est foutu, il n'y a plus d'espoir. Et en fait, ils se laissent mourir. Alors que physiologiquement, dans certains cas, on les retrouve avec encore des réserves, avec il n'y a pas de raison physiologique qui meurt. De l'eau à profusion autour d'eux. Simplement, dans leur tête, ils ont dit, c'est foutu. Et ils se mettent en shutdown physiologique et le corps meurt. Et c'est cette
puissance de l'esprit quand il se convainc d'une chose ou son contraire Exactement. est incroyable dans Ça l'être peut aller humain. dans un sens positif, dans un sens complètement Ouais. négatif. C'est pour ça que La dépression Ouais. ou le... les systèmes de croyances sont à la base. Et c'est pour Ouais. ça que quand je te parle de modèle, un modèle, c'est un système de croyance, Ouais. c'est un système d'interprétation. C'est pour ça que souvent, moi, on me dit, ouais, mais Thierry, alors est-ce que tu es naturopathe et tout? Je dis, mais moi, ma réflexion se situe en amont. Ouais. Elle se situe au niveau des systèmes de croyance par rapport à la capacité de l'humain, qui est incroyablement plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Et surtout, si on a besoin de s'en convaincre, ben, l'expérimentation. Tu vois, quand tu as jeûné 3 semaines, tu sauras, toi, par l'expérience, que tu peux jeûner 3 semaines. Et c'est clair que si tu te retrouves en situation de raréfaction alimentaire, ton premier souci ne va pas du tout être alimentaire, parce que tu vas te marrer. Tu te dis, non, non, mais moi je l'ai déjà fait, Bon, il y a aucun après, souci. je perds 20 kilos en 3 semaines. Ah ben oui, mais c'est très bien. Ouais. De toute façon, si le corps capitalise, c'est aussi pour pouvoir déstocker à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, en situation de raréfaction, ceux qui auront très peu de réserves auront une capacité adaptative qui sera moindre que ceux qui ont plus de réserves, obligatoirement. Alors, dans les systèmes, alors on va faire comme ça. Je vais sauvegarder. Dans les systèmes de croyance, peut-être tu le sais pas, mais je suis en train d'écrire un livre sur la peur. Et en fait, je voulais écrire un livre sur la santé, pour te donner le background de mon idée, c'est que je voulais écrire un livre sur la santé, genre comment être en... C'est quoi en fait, je voulais faire un livre sur la meilleure santé possible pour être bien en situation de survie. Ouais. Et finalement, je ne sais même pas si je vais le faire, ce livre, parce que finalement, tu l'as déjà expliqué tout ça. Simplement, alors peut-être que je vais rajouter 2-3 trucs sur le sommeil, sur le... je peux toujours faire un livre sympa et je vais le faire avec... Je vais le coécrire probablement avec quelqu'un. Et je m'étais pris moi-même comme cobaye. Et j'ai commencé, quand j'ai rencontré Gilles, d'ailleurs, je lui en avais parlé, donc en 2012, Gilles qu'on salue, et je lui avais dit, voilà, donc dans ce livre, je parlais de nutrition, je parlais effectivement de mettre un peu, t'interviewer là-dessus. Tu vois, on avait discuté de prendre des bouts de tes vidéos et d'en faire une sorte d'interview virtuelle, etc. à l'époque. Et finalement, je me suis pris comme cobaye. Ouais. Je me suis dit, finalement, moi, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup d'activités physiques, je suis pas très souple, par exemple, mais j'essaie de faire des efforts, surtout à mon âge, et dans la nutrition, machin. Et je m'étais pris comme cobaye. Et ça a super bien marché. Alors, comme toi, j'ai testé des trucs, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe si j'arrête de bouffer de la viande? Qu'est-ce qui se passe si je fais que du vegan? Qu'est-ce qui se passe si je bouffe essentiellement du cru? J'ai su un petit peu 2-3 idées comme ça, et j'ai trouvé des choses qui allaient très bien, qui fonctionnaient bien, en tout cas pour moi. Et puis, patatras, il y a 3 ans, j'ai eu des soucis dans ma famille, d'ordre privé, quoi, avec mon épouse, quoi. Et puis mon père est mort. Mon père qui avait une importance très, très importante, à la fois positive et négative dans ma vie. Ça m'a fait un monstre choc. Et j'ai flippé. J'ai flippé de perdre... voilà, j'ai flippé de divorcer. J'ai flippé je me suis retrouvé pendant une année comme ça, sans boussole, en 2018. Et j'ai pris 30 kilos. D'ailleurs, j'ai encore je suis en train de les reperdre, mais putain, c'est... Ce que tu prends en une année, il te faut... Putain, c'est impressionnant, quoi. C'est laborieux. Et donc, je me suis dit, putain, là, t'as beau faire tout ce que tu veux, etc. Si tu te laisses subjuguer par tes sentiments, par tes émotions, par la peur, en l'occurrence, c'était la peur de perdre ma famille, c'était la peur de me retrouver déboussolé par mon père, parce qu'il m'a fait des... Sans faire exprès, il m'a fait des coups de pute, mais enfin, voilà, ça arrive dans la vie mais il l'a fait en croyant bien faire, mais voilà. Et donc, je me suis retrouvé déboussolé en 2018, émotionnellement, et et ça, je sais que depuis que je suis gamin, quand je suis sous stress, je mange. C'est souvent une réaction comme ça. Ouais, parce que ça apaise, parce que physiologiquement, tu te mets en digestion, donc quand tu es en digestion, tu n'es pas stressé, parce que forcément, c'est ton... C'est anxiolytique. La mastication amène à la production de systèmes anxiolytiques. Et donc, et en même temps, je connais des gens qui disent, quand je stresse et quand j'ai peur, quand je suis anxieux, c'est l'inverse, je perds du poids, je me laisse dépérir. Chacun son fonctionnement. Et donc, tout ça pour dire, selon toi, l'importance des émotions et leur impact sur le fonctionnement de ton organisme, comment il se gère? Parce qu'ils sont importants, je pense que c'est clair, mais comment on le gère? Il est primordial. De toute façon, je donne souvent, quand je fais des formations, je dis souvent aux gens, tu sais, tu te fabriques, entre guillemets, un cancer en 30 ans de malbouffe, et tu te le fabriques en une nuit de stress intense. Tu apprends que ta femme, tes enfants ont disparu dans un accident de voiture. Moi, j'ai un ami à moi, comme ça, pareil, il a vécu une situation traumatique dans laquelle il a perdu à peu près toute sa famille dans un accident terrible. Et en une nuit, il a perdu tous ses cheveux. C'est-à-dire que ses cheveux s'arrachaient par grappe. Donc, il te faut quand même pas mal d'années de sale bouffe pour arriver à ça. Les gens qui ont des cheveux blancs en une nuit comme ça, c'est documenté. Complètement, ou qui perdent leurs dents d'un seul coup parce que le stress est tellement intense
et la gestion du stress actuellement, et à notre époque en particulier, est l'un des facteurs primordiaux. Je pense que souvent, je dis aux gens, allez cibler tout ce qui se passe au niveau du système digestif, lié à l'altération de la qualité de la nourriture qu'on consomme, et allez cibler tout ce qui se passe au niveau du système émotionnel d'une personne, et permettez-lui de calmer les niveaux de stress, de calmer la production d'hormones de stress, et globalement, vous aurez résolu la plupart de ces problèmes physiologiques. C'est vraiment, et je dirais même actuellement de plus en plus, c'est les niveaux de stress parce qu'on est sollicité en permanence, parce que la massification des systèmes de communication fait que maintenant on est au courant de tout, de partout, on est sollicitable à loisir, on ne décroche jamais, on n'a jamais ces temps de repos, d'intériorisation, de relaxation. Je pense que c'est même plus important dans l'altération des niveaux de santé que les dégâts liés à la nourriture. En tout cas, il y a beaucoup plus d'intensité. Et dans ce que je transmets, vraiment j'attire une énorme attention sur la nécessité, délibérément à certains moments, de couper, d'apprendre à gérer ses émotions, par les techniques, il y a des tas de techniques. Moi, j'utilise beaucoup les techniques de respiration, par exemple. Chacun va avoir, l'un, ça va être la sophrologie, l'autre la méditation, l'autre le massage, l'autre le yoga, ou un peu tout à la fois. Hein. Moi, j'utilise beaucoup les techniques de respiration parce qu'elles ont un impact direct sur le fonctionnement du système nerveux sympathique et parasympathique. Sport t'amène une bonne respiration. Exactement, le sport, la pratique du sport pour décharger le stress. Sinon, tu tombes dans les pommes. Ouais, mais la pratique du sport pour décharger le stress, quand tu as des hauts niveaux d'adrénaline, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le stress, c'est une adaptation positive du corps qui va dans le sens de la réaction. Le problème, c'est qu'à notre époque, la réaction n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on reste figé sur notre siège, dans notre lit et tout, et on supporte ça. Et il y a un moment, ces hormones, si elles amènent une adaptation positive, si elles peuvent conduire à un mouvement, si elles s'accumulent, par contre, vont avoir des effets extrêmement délétères sur le corps. Et c'est pour ça qu'il y a une fois, c'était un prof de yoga qui m'avait donné une maxime que j'avais retenue, qui m'avait beaucoup aidé, parce que j'étais quelqu'un qui pétait les plombs régulièrement, parce que j'accumulais, je me laissais submerger par mes émotions, puis au moment, ça explosait. Et il m'avait dit, Thierry, transforme toutes tes tensions en action. C'est-à-dire que quand tu commences à sentir une tension, va courir, va boxer, va crier, mais transforme-le en action, et tu vas voir, ça va te décharger. Parce que c'est simplement que tu as un niveau d'hormones, de stress qui est en train de monter dans l'organisme, qui n'amène pas l'action qu'elle devrait amener, et donc cette inhibition de l'action, au moment, ça explose, ça pète complètement, ou ça te détruit de l'intérieur. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'origine, les émotions et le stress qui peut les induire sont évidemment des réactions à un environnement qui fait que, par exemple, tout d'un coup, tu vois un tigre dans la savane qui veut te bouffer. Toi, tu as peur, et cette peur, elle va t'amener à réagir de manière salutaire pour sauver ta vie. Production d'adrénaline, augmentation du rythme cardiaque, tu as plus de sang qui arrive aux muscles, c'est ta meilleure chance de pouvoir déguerpir et te sauver ta peau. Exactement. Donc, c'est une réaction adaptée à condition qu'elle ne devienne pas chronique, et surtout, elle est adaptée dans un environnement. Et notre environnement a été bouleversé. Tu vois, quand tu dis, par exemple, que l'essentiel de la population française, il y a 70 ans, était paysanne, c'est-à-dire vivait dehors, avec de l'exercice physique et tout. Et maintenant, l'essentiel de la population française est urbaine, reste assis la plupart du temps, dans des atmosphères dans lesquelles la température ne varie jamais, avec un apport de nourriture qui est toujours le même, avec des frigos surchargés, sans période, sans variabilité. Donc il y a eu un tel bouleversement. Et ces mécanismes qui étaient adaptés et sains dans un environnement qui était un environnement naturel et normal, deviennent délétères dans un environnement qui a été totalement bouleversé. Justement, la survie a sa... Parfois, tu vois, je parle souvent de survie dans des environnements de catastrophe, en fait, d'effondrement, etc. Mais déjà, et je me rends compte de plus en plus, c'est que, très bien, ça c'était un peu mon créneau, mais et je pense vraiment que c'est important de le faire, mais au fond, on a déjà la survie au monde normal qui est super dur. Oui, sauf que normalement, notre corps est très bien équipé pour répondre de façon extrêmement intense à des sollicitations ponctuelles. Et là, le monde tel qu'il est actuellement nous demande une adaptation chronique, et là, qui n'est pas possible. Ben oui, parce que tu t'épuises. Je veux dire, c'est l'histoire de la mère qui voit un bus qui fonce sur son bébé, qui va sauter, qui va soulever le bus et sauver son bébé. Bon, j'exagère, je caricature, mais on a des tas de témoignages de personnes. Il y a eu des cas assez extrêmes. Moi, par exemple, j'ai un exemple. J'ai mon grand, qui a à l'âge de 4 ans, est tombé dans une piscine. Je l'ai entendu, j'étais à 30 mètres de là. Globalement, le temps que j'ai mis pour parcourir la distance, pour moi, c'est de la téléportation. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. C'est dans ma logique, c'est impossible. Donc, il y a eu un déclenchement en moi qui était du pur instinctif et qui m'a fait que j'ai sauté dans l'eau et je l'ai récupéré au fond. Et c'est incroyable ce qui s'est passé dans mon corps. Mais ça, je peux le tenir pendant quelques secondes. D'ailleurs, je me souviens, juste après ça, dès que je l'ai sorti de la piscine, sa mère l'a pris. Moi, je me suis mis sur la piscine et j'étais effondré physiquement. J'avais tout donné. Donc ça, c'est possible ponctuellement pendant quelques secondes. C'est pas possible pendant des heures, des heures, des heures et des heures et des heures. Et ça conduit à l'épuisement des organismes. Et cet épuisement
je ne sais pas quel est le mot juste, dans un jargon informatique qui était mon ancien métier, on parlait d'un shutdown du système, Oui. d'un effondrement aussi, c'est-à-dire qu'au Exactement. bout d'un moment, le même système commence à fonctionner avec des éléments dysfonctionnants qui deviennent de plus en plus nombreux, et il y a de moins en moins d'éléments qui doivent prendre en charge l'ensemble. Exactement. Et donc, il s'épuise encore plus vite. Ah oui, c'est une espèce de cercle vicieux. C'est ce que je décris à tout le monde. Je dis, le cercle vicieux de l'épuisement, c'est que plus tu t'épuises, moins tu as d'organes qui sont fonctionnels dans le corps, et moins ils sont fonctionnels, plus le corps dysfonctionne et plus il s'épuise. Parce qu'il s'épuise, parce qu'effectivement, c'est un peu comme si tu as un moteur qui tourne sur 6 cylindres, puis après il tourne plus que sur 5 cylindres. Donc les 5 cylindres vont avoir plus de contraintes, puis sur 4, puis sur 3, puis sur 2. Quand tu n'en as plus qu'un, il supporte toute la charge de travail, donc il ne va pas tenir longtemps. Et chaque fois, l'épuisement va de plus en plus vite. Ça me vient à l'esprit, pour ceux qui font de l'alpinisme, si tu es encordé avec 20 personnes et qu'il y en a un qui dévisse, l'idée d'être encordé, c'est qu'il y a 19 personnes qui ont un. Mais si commence à avoir 2, 3, 4 qui dévissent, c'est ce qu'on t'apprend à la montagne, c'est que tu coupes la corde. Oui, complètement. Parce que sinon, tout le monde part. Tout le monde part. Il y a un moment où il faut sacrifier les plus faibles. Alors, voilà, comparaison n'est pas raison, mais dans le corps, tu vas pas couper tout d'un coup, je veux dire, tiens, on va enlever les 2 reins parce qu'ils sont fatigués, on va essayer justement de les remettre en marche. Et c'est là où, moi j'ai la chance d'avoir une généraliste qui est très bien, mais j'entends tellement de gens, surtout à notre âge, entre 45 et 55 ans, tu commences à avoir des gens. C'est le moment où ça commence qui coincent dans ton environnement. Des gens qui commencent à avoir des crises cardiaques, des petits cancers, des petits trucs. Et même, voilà, tu parlais d'articulation tout à l'heure, et 9 fois sur 10, le médecin leur dit il faut opérer. Oui, il faut opérer, il faut enlever. Ah, j'ai mal au dos, faut opérer. J'ai mal au genou, faut opérer. J'ai mal au coude, faut opérer. Et toi, tu dis, mais attends, t'as une commission sur les opérations. Enfin, oui, la réalité, c'est que souvent, c'est oui. Bien sûr. Enfin, je veux dire, ça fait conspirationniste de base, mais il ne faut pas se voiler la face quand même. Il y a l'industrie médicale documentée mais là-dessus. évidemment qu'il y a un conflit d'intérêts qui est majeur. Et évidemment surtout que pour moi, c'est... Alors, ça va paraître extrêmement prétentieux ce que je vais dire, mais pour moi, c'est la solution des cancres. C'est-à-dire, c'est la solution de la déresponsabilisation. C'est-à-dire que c'est d'un seul coup, j'assume rien, j'enlève et je fais réparer par autre chose. Mais toi, ça ne t'amène à aucune réflexion, introspection et critique de toutes tes actions qui ont conduit à cette situation. Parce que je dis, mais si ton genou, il lâche, ça vient de quoi? Enfin, je veux dire, c'est là où on est vraiment dans les systèmes de croyance. Soit tu crois que ce monde est pervers, qu'il y a une espèce de hasard, qui de temps en temps, tu développes un cancer, tu développes une tumeur, tu développes un problème au genou. Ça, c'est un mode de croyance. Par contre, ce mode de croyance, il a un avantage, c'est que toi, tu y es pour rien, donc tu es innocent, donc ça c'est cool, tu as ta petite auréole. Par contre, il a un inconvénient, c'est que si tu y es pour rien, tu n'as aucune capacité d'agir dessus. Tu es irresponsable et tu es condamné à cet aléatoire en permanence. Mais ce qui est aussi une voie de secours très, très agréable pour beaucoup de gens, pour vous dire, si c'est pas ma faute, si je peux rien faire, oui, par contre, on opère. Oui, mais par contre, tu es dépendant et tu vas être de plus en plus faible. Et par contre, il y a une autre façon de considérer les choses dans laquelle tu vas te dire, ok, ce qui m'arrive, c'est la conséquence de multiples choix. Ça ne veut pas dire, il n'y a pas de culpabilité morale là-dedans. Parce que souvent, on fait les choix, on n'a pas l'information, on fait des choix par ignorance, d'accord? Mais par contre, tu as quand même fait des choix. C'est toi qui choisis à un moment de bouffer ce que tu bouffes, même si tu vois, mais j'ai pas d'argent et tout, tu peux faire un jardin. Il n'y a pas de notion de culpabilité. Mais par contre, si tu commences à considérer que c'est la conséquence de tous tes choix, l'avantage, c'est que ça te redonne le pouvoir. Parce que si c'est tes choix, tu peux les changer. Alors que si c'est pas tes choix, tes choix, tu peux pas les changer. Et c'est là où mon message, c'est vraiment un message de responsabilisation, de dire prenez votre responsabilité. Il y a un moment où c'est pas agréable de prendre sa responsabilité parce que ça veut dire que d'un seul coup, tu prends la charge en te disant ah punaise, ou alors si j'avais fait comme ça, d'accord, mais ça te redonne le pouvoir de changer. Et le pouvoir de changer, c'est le pouvoir de prévoir un avenir qui est différent du passé. Et puis, par rapport à, par exemple, tu parlais du mal au dos, la solution, on va commencer à charcuter tout de suite par rapport à peut-être que tu as une posture qui n'est pas bonne, peut-être que tu es trop longtemps assis, peut-être que tu n'es pas assez souple, peut-être que tu ne fais pas d'exercice, peut-être que tu as une jambe plus longue que l'autre, ça existe, il y a plein de gens qui ont mal au dos, ils vont voir un podologue, ils mettent une mini-semelle, ils n'ont plus jamais mal au dos. Exactement. Il y a plein de trucs à la con qu'on pourrait explorer avant de commencer à charcuter, avec les conséquences peut-être c'est la dernière terribles. Extrémité, et le problème c'est que c'est souvent présenté comme la première extrémité, et c'est là où on ne peut pas, on doit parler de conflit d'intérêts, obligatoirement. J'avais pas mal travaillé sur l'histoire des médicaments pour les pathologies mentales, donc les troubles psychologiques ou psychiatriques, ça dépend. Et l'histoire des 100 dernières années de médicaments
pour soigner, entre guillemets, les maladies mentales, c'est un vaste terme, hein, ça englobe énormément de choses, c'est une longue histoire d'échec sur échec sur échec, d'escroquerie sur escroquerie, de médicaments qui ne marchent jamais, qui ont des effets secondaires extrêmement pires que ce qu'ils essayent de, entre guillemets, soigner. Et les cas qui sont réellement traités par certains psychotropes ou autres sont infimes dans le nombre de gens à qui on les donne. Non, la psychiatrie, c'est un domaine... C'est terrible. C'est absolument terrible. Et de plus en plus, ça commence avec les enfants. Oui. Parce que quand c'était des personnes encore adultes et que c'était un nombre de cas relativement faible dans les années 40, 50, 60, c'était déjà grave. Mais aujourd'hui, c'est... Parfois, il y a même les parents qui vont voir le médecin en disant il est trop excité, donnez-lui de la Ritaline. Oui, bien sûr. Un enfant sur 6 aux États-Unis est sous psychotrope. C'est abominable. Un enfant sur 6 est sous psychotrope. C'est un génocide qui se prépare. Au-delà de l'âge de 2 ans et demi, un enfant sur 6 est sous psychotrope aux États-Unis. C'est juste complètement dingue. Non, mais moi, over my dead body, hein, mes gosses, avec des... ma fille, il y a quelques années, elle a fait une petite crisouille comme ça, de croissance, hein, de grande... Tu sais, les enfants, parfois, ils pètent un câble, ils disent non, bon, le premier truc que le médecin nous a dit, il dit, mais bon, écoutez, alors voilà, on a des antidépresseurs pour les enfants et tout. Je dis, bon, la prochaine fois que tu me parles de ça, je vais comprendre ta douleur. Oui, c'est dégage, parce que c'est pas possible, on peut pas répondre. Non. Si on arrive à considérer le symptôme comme un signal, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on va se dire? On va dire, oh là, il y a un signal qui apparaît, dépression, même les troubles mentaux sont des signaux. Je vais aller me lancer dans une enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait qu'elle développe de la dépression? Et c'est là où je trouve que c'est une démarche qui est empathique, qui est humaine. On essaye de comprendre. Et c'est là où le terme de soin, pour moi, est très, très important. Parce que le soin à une personne, pour moi, c'est de cheminer avec elle pour essayer de décrypter le message qui est envoyé par le corps, par son comportement, par la situation qu'elle vit, et d'essayer d'y trouver une réponse adaptée qui respecte l'individu. Et c'est l'essentiel de ce que j'essaie de transmettre. Alors, autour de toi, autour de ton activité, il y a beaucoup de... Est-ce qu'on peut appeler ça une communauté? Il y a beaucoup de gens, des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui t'écoutent, qui évaluent ce que tu dis, qui suivent parfois tes conseils. Et qui expérimentent aussi. Et puis, il y a des milliers de personnes qui viennent te rencontrer. Tu fais ces stages à travers, de plus en plus avec... tu as des formateurs que tu as formés et qui permettent de promouvoir cette approche. Est-ce que tu sens que le fait d'être pas en communauté, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas d'avoir des gens qui parlent entre eux, qui ont des contacts humains entre eux, et puis qui sont capables de... Est-ce que ça aussi, ça fait partie du soin? Mais c'est un des besoins fondamentaux de l'espèce humaine. Le lien. De toute façon, l'expérience, on parle toujours de l'expérience des orphelins de Ceausescu, par exemple, des bébés qui ont reçu tous les soins nécessaires, mais par contre qui n'avaient aucun contact humain, a conduit à des individus dont le cerveau était atrophié. Le lien, le contact est essentiel. Et d'ailleurs, c'est l'un des leurres absolus de notre époque, dans lequel on se crée du lien via Internet, qui n'est pas du lien. C'est-à-dire, c'est du Canada Dry, quoi. Ça ressemble à du lien, mais sur le plan physiologique, ça n'apporte pas à l'individu les nourritures qu'il devrait recevoir. Et ça, c'est une grosse arnaque. C'est comme le porno par rapport à une vraie sexualité. Exactement. Ça t'amène le coup, j'imagine, ça t'amène ton coup d'endorphine, mais il n'y a pas le toucher, il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas le regard, il n'y a pas le... C'est un ersatz de très très mauvaise qualité. Exactement. Et ce domaine du lien est essentiel. C'est pour ça que j'essaie de multiplier les rencontres où les individus peuvent développer du lien. Ah, on a des visites. Bon, ça va, c'est des chiffres. Ils sont jolis. Non, c'est important. Et en fait, ça m'amenait à aussi une des raisons fondamentales pour lesquelles j'aime bien ce que tu fais, c'est que, puisque mon travail, c'est un peu d'aider les gens à se préparer à des situations difficiles, alors on appelle ça survie, survivalisme, peu importe les étiquettes, j'essaie de les éviter, mais à la fin, on est obligé de les prendre parce qu'on nous les donne. On avance, on les prend et on avance. Et souvent, je parle de l'autonomie alimentaire, d'autonomie sur l'eau, autonomie de la santé, autonomie mais aussi du lien social. Et donc de retrouver ce contact. Dans cette approche en général de, entre guillemets, survie, mais finalement, en fait, c'est de la vie, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est pas de la survie, c'est de la vraie vie. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu vis dans la montagne, tu as ton potager, on voit plein de petits éléments parfois dans tes vidéos. Qu'est-ce que tu fais en général pour vivre bien?
Ah ouais, pour vivre, ouais, moi je suis fasciné par les questions d'autonomie, autonomie énergétique. Ben, j'essaye moi de répondre à ces dimensions. Donc pour moi, répondre à ces dimensions, c'est arriver à être autonome au niveau de ma nourriture, pour des tas de raisons. Parce qu'il y a de la joie. Déjà pour la qualité, oui, de la joie. Il y a de la joie d'abord. Moi, c'est d'abord de la joie. Un potager, c'est de la joie pour moi. Produire sa nourriture, c'est de la joie. Planter des arbres, c'est de la joie. Récolter des noyaux, c'est de la joie. Mais même couper les arbres parfois. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Ensuite, eh bien, la qualité aussi, bien sûr. Après, c'est toujours pareil. Pour moi, l'autonomie, c'est la liberté. Si tu veux, Attention, parce que de nos jours, hein, si tu veux la liberté, c'était facho. Hein. Oui, je sais bien. Mais si tu veux, par exemple, pour donner un exemple très simple, il y a quelques mois de ça, il y a Enedis en France, donc c'est EDF, quoi, d'une certaine manière, qui s'est pointé chez moi pour m'installer un compteur dit intelligent qui s'appelle Linky. Voilà. Bon, Linky, c'est un compteur sur lequel j'ai des tas de griefs et j'en veux pas. Donc, je me suis opposé un coup au gars. Là aussi, tu as la force de la communauté, parce que le gars est arrivé avec sa camionnette, il m'a vu, moi, petit maigre de 1m75, tu vois, il a rigolé, il s'est dit, je vais lui imposer le Linky. Manque de bol, il y a 4 copains qui sont arrivés, qui sont à peu près de ta carrure. Et voilà, le mec, il a fait demi-tour et ainsi de suite. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que rapidement, en discutant avec mon épouse, en discutant avec les copains, j'ai dit, ils vont nous mettre la pression, la pression, la pression. Il y a un jour où ils vont nous imposer ce compteur. Donc le seul moyen, c'est pas de rentrer en guerre contre eux, c'est de faire en sorte que mon énergie, j'ai plus besoin d'eux. C'est-à-dire que j'installe des panneaux solaires, des éoliennes, de manière à, et si tu veux, je rentre pas en guerre contre le système. J'invente des voies alternatives qui me permettent d'être libre. Donc pour moi, l'autonomie, c'est la joie. C'est le système. Alors, c'est pas le lieu pour discuter de la définition du fascisme, mais c'est quelque chose que je n'aime pas, je précise hein, toujours. Parce que c'est en fait l'étatisme dictatorial en réalité. Et qu'on t'impose un mode de vie, une manière de penser, et ça va très 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 loin. Et on va te l'imposer à moins d'être capable d'être en dehors, d'être le plus possible en dehors de mais c'est pour ça que je dis souvent, moi, la liberté, ça se demande pas. Non, ça se prend. On supplie pas papa, maman de nous donner la liberté. Non. Tu vois, moi, ça me fait penser très longtemps dans ma jeunesse, jusqu'à 20 et quelques années, mes parents me donnaient un petit peu d'argent et ainsi de suite. Et puis, j'étais jamais content de ce qu'ils me donnaient et tout. Et il y a un moment où j'ai réalisé, je dis, mais arrête de reprocher à tes parents, quoi. Va faire ta vie et rends-toi autonome. Ouais. Je veux dire, ils te donnent pas assez d'argent, mais putain, c'est à toi de la gagner, quoi. Ouais. Donc, la liberté, oui, ça se prend, mais ça se prend au sens aussi où c'est une charge, une responsabilité que tu prends. T'arrêtes de pleurnicher. C'est pour ça que je suis globalement opposé à toute forme de manifestation, de demande auprès de l'État, parce que pour moi, c'est encore aller pleurnicher à papa-maman. Je ne demande pas plus d'argent. Et la responsabilité sont les deux facettes de la même pièce. Hein, complètement. Je ne perds pas d'argent, je ne perds pas de temps à aller manifester, par exemple. Hein, même si j'ai énormément soutenu, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes en France, que je respecte et que je salue énormément. Mais pour moi, je préfère investir mon énergie à cultiver l'autonomie. C'est-à-dire à faire en sorte qu'avec les copains avec qui je vis dans la montagne, eh bien, on soit autonome en nourriture, en énergie, en eau, en ressources, de manière à pouvoir générer l'abondance là où on vit sans dépendre de personne. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est ma joie. Ma joie, c'est de pouvoir me dire, voilà, maintenant, je suis responsable de mes choix. J'exerce ma liberté, j'exerce mon autorité, j'exerce ma responsabilité sur les choix qui sont les miens. Et c'est pour ça que ça va loin. C'est-à-dire, pour moi, enfin, ça va loin. Il y a tout ce qui est énergétique, il y a tout ce qui est alimentaire, mais après, il y a même l'éducation des enfants. Oui. Tu vois, là où je suis, on est en train de construire ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, une école. Parce que moi, pour moi, mes enfants, j'ai des valeurs que je veux leur transmettre et je ne reconnais pas au monde actuel la capacité à transmettre des valeurs qui me paraissent en adéquation avec les besoins qui arrivent. C'est-à-dire, pour moi, on est dans un système qui transmet au niveau de l'éducation des valeurs anciennes qui sont en train d'être de plus en plus désuètes. D'ailleurs, la plupart des jeunes qui sont maintenant avec des diplômes te disent nos diplômes ne servent à rien. Ils ne servent à rien parce que la société a évolué énormément et donc il nous faut des systèmes d'apprentissage et d'instruction des enfants qui sont en rapport avec les challenges qui arrivent. Et donc, voilà, on gère l'éducation de nos enfants. Et dès que j'aurai réglé ça, après, ça sera le déplacement. Comment est-ce qu'on gère notre déplacement de façon autonome? Est-ce qu'on fonctionne à l'huile sur les bagnoles? Est-ce qu'on réhabilite des chevaux avec des carrioles? Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui est pérenne? Et on le choisit collectivement et on en est responsable. En fonction de l'environnement. Si on continue dans un monde techno-industriel, ben peut-être qu'on aura... au bout d'un moment, la technologie nous amène vraiment des énergies propres et un système de consommation propre, peut-être. C'est possible. Et à ce moment-là, on l'adapte aussi. Bien sûr. Mais si en revanche ça se plante, ben, en tout cas, tu sais retomber sur tes pattes et tu n'es pas dépendant d'un truc qui meurt. Et puis, il y a ce que je dis souvent, moi, c'est que, et d'ailleurs, tous les gens qui expérimentent ça, il y a de la joie à être autonome. Je veux dire, quand tu découvres qu'il y a un secteur sur lequel tu peux reprendre le contrôle, moi je pense qu'une grande partie de la dépression actuellement, c'est la dilution des responsabilités, le fait de ne plus être qu'un tout petit élément d'un engrenage qui te dépasse complètement, puis dire, ils ont décidé que... Mais le jour où c'est toi qui décides,
tu dis, moi, je décide que ça se passe comme ça et je suis le roi sur mon petit royaume. Hein. Et ben ça, alors là, ça crée une joie, mais parce que je pense que là encore, tu connectes à un besoin fondamental de l'individu, c'est exercer son autorité, son libre arbitre dans un domaine qui tient des besoins physiologiques, des besoins fondamentaux des individus. Et c'est pour ça que pour moi, l'autonomie, c'est la joie. L'autonomie, c'est le début de la santé. C'est la santé est nécessaire à l'autonomie et l'autonomie est nécessaire à la santé. Et le survivalisme tel qu'on l'a décrit, pour moi, c'est une démarche de santé. C'est une démarche qui demande la santé, c'est une démarche qui suscite la santé. Donc c'est une espèce d'entraînement par la joie. En tout cas, j'espère que ceux qui me suivent, ou mes lecteurs, ou ceux que j'arrive en tout cas, influencer, c'est un grand mot, mais en tout cas à qui je peux apporter quelque chose, je leur conseille d'écouter un petit peu ce que tu dis, ensuite de faire ce qu'ils veulent, hein, bien sûr, mais de travailler cette santé, parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien d'être prêt à tout, mais de mourir d'une crise cardiaque à 45 ans parce qu'on est trop stressé, parce qu'on est angoissé. Partir dans les bois pour survivre pendant 4 jours et avoir la chiasse pendant 4 jours, c'est pas de la voilà. quoi. Et que cette santé, cette bonne santé, comme tu la définissais tout à l'heure, elle est fondamentale à la vie. C'est vrai que moi je parle souvent de survie, mais en réalité, 95% de mon temps, il est dédié à une vie que j'espère bonne, saine, heureuse, pleine de joie. Oui. Et souvent, il y a une caricature qui est celle du type dans son bunker que j'ai pas, avec beaucoup d'armes que j'ai, mais qui attend en se délectant de la fin du monde. Ça n'a rien à voir avec l'attaque des zombies. Quoi. Non, mais l'attaque des zombies, enfin, encore que c'est une allégorie intéressante, oui. mais justement celle qui est liée tu vois, je pense que tu as vu comme tout le monde de notre génération ce film Matrix. Oui. À un moment, quand tu sors de la matrice, tu as aussi des gens qui veulent t'empêcher d'en sortir. Parce que ce sont soit des esclaves qui ne se rendent pas compte d'être esclaves, ou soit ils ne peuvent pas supporter que toi tu t'en sortes, et ça fait un peu l'effet panier de crabe. Alors je pense que toi tu es bien au-delà de cette situation-là, mais pour beaucoup de gens, il y a encore, voilà, qui vont peut-être qui t'écoutent, qui vont voir leur famille en disant je vais essayer de faire un jeûne. Moi, je sais que la première fois que j'ai fait un jeûne, il y a près de 20 ans, les gens te disent mais tu t'es fou, tu vas tomber malade, comment tu vas faire, tu vas manquer de vitamines, tu veux te défendre, tu as des armes, mais tu te rends pas compte, c'est dangereux. Bah oui, bien sûr que c'est dangereux, sinon ça sert à rien si c'est pas dangereux. Et tu veux te défendre, mais non, mais ça sert à rien. Enfin, il y a plein c'est même pas des idées préconçues, il y a des sortes de slogans comme ça qui sortent. Je pense que toi, tu vois beaucoup ça dans les gens qui te... Mais ce qu'il faut voir, c'est que tous ces slogans, toutes ces idéologies, qui sont pour moi des idéologies extrêmement délétères, vont dans le sens de l'affaiblissement de l'individu. C'est ça. Même, on pourrait gloser sur l'histoire des armes et ainsi de suite. Je ne peux pas dire que je sois pro-arme, mais je ne suis pas anti-arme. Non, mais c'est un outil. Est-ce que tu es pro-marteau? Oui. Tu es pro ou contre vis ou tournevis? Exactement. C'est un outil. C'est un outil qui a des fonctions multiples, mais qui est un outil. Exactement. Il s'agit d'utiliser l'outil à bon escient, dans les bonnes situations. S'il n'y avait pas eu les armes, on serait tous en train de parler allemand. Hein. Oui. Enfin, on ne serait pas nombreux, mais on parlerait allemand. Donc, oui, je vois ce type de réaction. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à essayer d'expliciter, d'illustrer, de témoigner, pour que petit à petit, par imprégnation, tu vois, c'est un peu comme quand tu fais tremper quelque chose petit à petit. Au début, ça te paraît complètement fou, inacceptable. Et puis petit à petit, par imprégnation multiple, ça commence à te paraître possible. Et il y a le jour merveilleux où tu acceptes l'idée et tu passes à l'expérimentation. Et le jour où tu le vis à l'intérieur, alors là, tu passes de l'adhésion à la conviction, là c'est fini. Plus rien ne peut le changer. Ah ouais, tu l'as en toi. D'ailleurs, l'expérience, je veux dire, elle doit être vécue. Si elle n'est pas vécue, elle n'a pas de sens. Même si par moments c'est plus difficile. Moins confortable. Il faut le dire, voilà, il y a un confort dans le monde de vie moderne, un confort à court terme, qui est grisant, qui joue sur le narcissisme, qui flatte. Qui est anesthésiant aussi. Qui est anesthésiant. Et qui sur le court terme, de se priver de ce confort, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font ce retour, hein, qui me disent, voilà, alors j'ai essayé, ça peut être le cas j'avais fait une petite vidéo sur le jeûne aussi, mais parce qu'on n'a pas toujours les mêmes publics, donc c'est intéressant de se passer les infos, et d'essayer par exemple, je donne des exercices dans mon livre, un week-end sans électricité, tu coupes les plombs, puis tu fais 48 heures, tu coupes les plombs le vendredi, et jusqu'à dimanche soir, et tu vois comment tu réagis, tu notes. Très intéressant comme exercice. Est-ce que tu sais, qu'est-ce que ça te fait tout d'un coup que tu dis, j'ai envie de lire un bouquin, c'est 22 heures, non, il n'y a pas d'électricité, donc tu vas faire autre chose. Tu vas faire des enfants, ou tu dors, ou je sais pas, mais tu n'as pas la télé, tu n'as pas un bouquin. Et beaucoup de gens me disent, mais c'est trop dur.
Je dis, c'est que 24 heures, c'est que 48 heures. Et pourtant, il vaut mieux apprendre à se préparer Oui. pour le jour où ça advient. Et Ouais. c'est vraiment ça, je crois, que la vie et le renforcement de l'individu, c'est d'apprendre doucement à exercer une pression sur le corps qui fait qu'il réagit de façon positive en s'adaptant à cette pression, de manière où le jour où tu te retrouves confronté à une pression importante, parce que ça arrivera toujours, parce qu'on a beau avoir des modes de vie extrêmement confortables, ils reposent sur pas grand-chose. Un peu de pétrole, un peu d'électricité, coupure généralisée d'électricité à l'échelle de la France, mais c'est tous nos systèmes qui s'écroulent. Ouais. Et à ce moment-là, le jour où ça arrive, tu as intérêt à avoir une capacité adaptative qui est importante. C'est pour ça que moi, l'idée, c'est vraiment au quotidien, comme un sportif qui s'exerce en augmentant chaque fois la charge de manière à développer une musculature plus importante et une capacité à soulever de plus importante, eh bien, à exercer son corps progressivement par le jeûne, par le renforcement multiple, par tout ce que je présente dans les vidéos, de manière à être capable de s'adapter ponctuellement à un environnement qui sera de plus en plus éloigné de nos besoins fondamentaux. Parce que ça peut faire la différence, parce que c'est joyeux et parce que cette capacité nous donne la liberté. Ouais. On n'est pas libre quand on est esclave d'un cadre extrêmement étroit. On est libre quand on peut s'adapter le plus largement possible. Et ça, pour moi, c'est la définition même de la liberté. Et c'est ma recherche. Je cherche la vérité et la liberté. Vérité et liberté, voilà les propos d'un gourou de secte, clairement. Tout à fait. Défini. Non, mais c'était, j'avais vu 2-3 articles comme ça. Parce qu'évidemment, quand je parle de toi, et j'imagine que l'inverse c'est vrai, on m'envoie des articles disant « Mais t'es fou, c'est quand même un gourou de secte et tout. » Toi, t'es un facho. Ah bah, t'es un facho nazi d'extrême droite passionné par les armes. Bah oui, qui vit dans son bunker. J'aime la liberté et la vérité comme toi. Ah, c'est rigolo. Donc voilà, c'est évident. Non, mais d'ailleurs, c'est un truc très occidental. La vérité et la liberté, c'est quelque chose au cœur de l'âme de l'Europe, de l'Européen. Oui, complètement. Parce c'est ce qui fait qu'on est des révolutionnaires, c'est ce qui fait qu'on n'aime pas trop l'autorité, et c'est ce qui fait qu'on est mal aimé en ce moment, que le système ne nous aime pas et qui nous fait des misères en général, parce qu'on n'est pas assez docile et soumis. Ouais, c'est bien, c'est peut-être notre force aussi. Et c'est notre force. Alors c'est un mélange d'histoire, de croyances qui est particulière à nous autres, mais il faut espérer qu'on soit de plus en plus nombreux à retrouver cette volonté de liberté. C'est le cas. Je pense aussi. C'est le cas. Mais disons qu'il y a de plus en plus, particulièrement parmi les jeunes, des jeunes qui se rendent compte qu'il y a une distance entre ce qui leur est promis. Oui. Tu vois, on te dit, ouais, si tu manges à cette assiette-là, tu auras ça. Le problème, c'est qu'ils se rendent compte de plus en plus qu'ils ont beau bouffer à l'assiette, ils n'ont pas du tout ce qu'on leur avait promis. Donc, rapidement, ils arrêtent de bouffer à l'assiette, ils vont chercher autre chose. Il n'y aurait pas autant de violence policière contre les gilets jaunes si le système n'avait pas peur. Oui. Ça, c'est un système fort n'a pas besoin de réprimer. Non, tout à fait. Aujourd'hui, on voit qu'il y Et a un une système juste n'a pas besoin de réprimer. On voit une répression, je le dis parce qu'on est en France, on a une répression qu'on n'a pas vue depuis longtemps, depuis peut-être les années 30, 40, la fin des années 40 en France. C'est clair. Et moi, c'est un bon signe. Quand les gilets jaunes me disent on se fait matraquer, je leur dis mais réjouissez-vous. Ça veut dire que vous représentez un réel danger, ce qui n'était pas le cas avant. Et le danger pour le système, c'est ce que les gilets jaunes et bien d'autres vont devenir en se transformant. Parce que, comme tu l'as dit très juste, et je l'ai pensé aussi, c'est une phase qui n'allait pas donner de résultats, mais c'est une phase qui crée peuple, qui crée... c'est le lien. Tu sais, moi, ce que j'ai vu voilà. Surtout, quand j'en discutais avec des amis, je lui ai dit, tu sais ce que j'ai vu surtout? J'ai vu des gens qui passent des nuits entières autour de feu sur les ronds-points à parler. Et moi, j'avais un copain qui était vraiment très investi dans le mouvement des Gilets jaunes. Il me disait, j'arrive pas à partir, c'est trop bon. C'est trop bon d'être ensemble, c'est trop bon. Et c'est ce lien-là. Dans une société qui nous atomise, le système est foutu. Ah ben oui, si le lien se crée. Et donc, c'est un peu, tu sais, comme un chien qui a goûté au sang. Une fois que tu as goûté au lien et à la chaleur de la communauté... Putain, ça viendra, ça aussi, le mouvement a beau se faire casser à un moment... Tu as goûté à ça, t'en peux plus, toute ta vie tu vas le rechercher. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, je suis d'accord. Tu vois, on parlait de Dieudonné tout à l'heure au début, il a fait un spectacle qui s'appelle Gilets jaunes, et il dit vraiment ça aussi, il dit c'est vraiment un événement fondateur, même si beaucoup disent, ah ouais, tu vois, ça a été un échec, et ils ont raté et tout. Pas du tout, vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. C'est le premier signal du début du changement radical de notre société. Et ce vers quoi on va, j'en sais strictement rien, mais je suis impatient parce que vu que ce qu'on vit actuellement n'est pas satisfaisant, je veux dire, on ne perd rien à évoluer. Oui, nul n'est prophète, mais simplement c'est vrai que lorsqu'on trace un petit peu les tendances à l'aune de l'expérience historique et humaine de comment fonctionnent les êtres humains et les cultures, on va vers des années de grands chamboulements. Alors, il faut espérer qu'ils soient, et surtout à long terme, j'en suis certain, ils seront bénéfiques et bons pour l'humain.
Je pense aussi. Mais il risque d'y avoir des périodes difficiles. C'est comme quand tu te mets à jeûner. Les 2 premiers jours, ça peut être rock'n'roll. Il faut quitter les villes, il faut apprendre à être autonome, alors qu'aujourd'hui, on a droit à l'erreur. Parce que tu fais tes 48 heures sans électricité. Si tu n'en peux plus, tu les remets, tes plombs. Complètement. Mais s'il n'y a plus d'électricité du tout, ben, là, C'est pour ça qu'on a intérêt quand même à cultiver cette adaptabilité au quotidien en choisissant délibérément. Et c'est là où c'est vraiment une époque paradoxale. C'est qu'avant ces conditions-là, on y était confronté de fait. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas d'électricité, il faisait froid, il faisait chaud, et puis ils devaient s'adapter. Et là, maintenant, il y a une démarche mentale à faire dans laquelle le corps cherche le confort, la biologie cherche le confort en permanence. Et c'est comme ça que les grandes marques nous attrapent. Tu vois, mais ils cherchent le confort dans un environnement qui ne lui propose pas le confort. Donc c'est un réflexe normal. Par contre, dans un environnement qui propose le confort, chercher le confort, ça te tue petit à petit. Et là, pour la première fois dans notre histoire, on est obligé d'aller chercher l'inconfort, c'est-à-dire quelque part, on va même contre notre biologie. Parce que jeûner, enfin je veux dire, dans l'absolu, c'est con. Tu as de la nourriture partout, tu n'as qu'à bouffer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça demande, l'intérêt c'est que ça demande une force mentale et ça structure notre force mentale. Et ça construit des individus qui mentalement sont forts. Mais effectivement, c'est récent dans l'histoire de l'humanité, puisque depuis les 6 ou 7 millions d'années, on est à peu près dans le développement qui nous amène à ce qu'on est aujourd'hui. Le manque était courant. Oui, le manque était courant. Donc, il ne s'agissait pas de s'amuser à jeûner. Au contraire, quand tu avais de la bouffe, tu bectais. Pour faire des réserves, c'était normal. Donc, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est pour ça que ça peut paraître fou au premier abord. Mais c'est tout nouveau parce que notre environnement a été bouleversé radicalement. C'est plus possible de mourir de faim dans nos sociétés occidentales. Même si tu n'as pas d'argent, tu vas récupérer dans les poubelles. Tu as plus qu'à manger. Tu as plus que ce qu'il faut pour manger. Oui, largement. Non, c'est fascinant. Je pense qu'on pourrait parler des heures. Oui. Carrément. Et après, ça va être trop pour vous. Donc, en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Merci Pierrot d'avoir fait le déplacement. C'était très sympa à refaire. Mon invitation est ouverte pour venir une fois en Suisse. Et moi, mon invitation est ouverte pour qu'une fois, tu viennes passer quelques jours avec nous dans la montagne. Avec plaisir. Que tu vois le camp des Mohicans. Avec plaisir, je viendrai avec les enfants alors. Mais à fond. Ça serait super. Excellent. Thierry, ça m'a fait super plaisir. Merci Pierrot. Moi, je te fais la bise. On n'est pas loin ici. On est dans les bonnes régions ici.